La Défense. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me donner la parole pour poser des questions à Monsieur Diaby cet après-midi. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens vers vous pour que nous nous entretenions sur 6 éléments. D'abord sur les commissions d'enquête nationales, également internationales. Deuxièmement, sur les questions de déontologie qu'on est en train de vous opposer. Troisièmement, sur les dénonciations et l'ordonnance de renvoi que le parquet a bien voulu lire. Quatrièmement, sur vous-même. Et enfin, sur mon client, le président Dadis. Je termine par lui parce que j'ai comme l'impression que l'on veut chercher des poux sur une crâne rasée. Et on va tout à l'heure démontrer que ce n'est pas le cas. Sur le premier point, je vais commencer par la commission d'enquête internationale. Un des procureurs vous a lu quelque chose. Je vais relire pour que ça n'échappe à personne. Page numéro 32. Je lis. Dans les jours suivants, les bérets rouges auraient aussi informé les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Je voudrais insister sur la conjugaison « aurait ». Est-ce que vous connaissez ce temps et ce mode? Oui. C'est quoi? Le conditionnel, je crois. C'est le conditionnel. J'avais oublié. Est-ce que le conditionnel n'est pas totalement contraire à la certitude? Je crois que oui. Est-ce que vous savez que devant un tribunal criminel en matière pénale, nous sommes dans un droit de certitude? Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce rapport-là même est un rapport sérieux? Je ne crois pas. Ou on conjugue au conditionnel? Est-ce qu'on peut alors vous reprocher des choses écrites au conditionnel? Je crois que non. Merci. Je reviens à la commission nationale. Êtes-vous au courant que cette commission a été mise déjà le 29, le président avait émis l'idée de mettre sur pied cette commission? Oui. Le 29, on est juste au lendemain du 28. C'est donc instantané. Oui, oui. Instantané. Oui, n'est-ce pas? Ça, je le sais, maître. Que signifie ce côté instantané pour vous? C'est pour avoir la visibilité. La visibilité. C'est ce qui s'est passé, je crois. Est-ce que c'est aussi pour ne pas laisser des preuves disparaître? Puisque je vais alors vous lire l'objectif même de la commission. C'était d'enquêter aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 ainsi que sur leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Oui. Donc en clair, c'était pour ne pas laisser les preuves disparaître. Oui. Est-ce que vous saviez que ce n'est pas le président Dadis qui a désigné les membres de cette commission? Ah, d'accord. Je veux dire qu'il les a choisis, même si c'est par ordonnance qu'il les a désignés. Je vais vous lire les noms de ces membres pour que vous compreniez. 1. M. Siriman Kouyaté, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif, magistrat, premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat, directeur général adjoint du Bureau d'études et de réforme judiciaire. 4. Mme Mmassouma, magistrat, inspectrice générale adjointe des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. Ibrahima Chérif Haïdara, magistrat au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux.
7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Sori Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Sherif, avocat à la Cour. Monsieur Francis Charles Haba, professeur de droit à l'Université de Sanfonia. 11. Monsieur Kake Makandira Alassane, professeur de droit à l'Université de Sanfonia. 12. Dr Hassan Ba, médecin légiste au CHU d'Ignace Dine. 13. Dr Oumar Taïbada Balde, médecin chirurgien au CHU de Donka. 14. Maître Fromo Frédéric Loua, représente l'Organisation de défense des droits de l'homme. Les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentant le REFAMP, Société civile. 16. Madame Fatoumata Morgan, représentante du REFMAP, Société civile. 17. Monsieur Pierre Kouevogui, représentant de partis politiques, Bloc des forces patriotiques. 18. Dr Saïdou Dioubate, représentant de partis politiques, Bloc des forces patriotiques. 19. Monsieur Michel Koriman, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. Monsieur El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 21. Monsieur Francis Spinoz, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national de mérite. 22. M. Saïdou Nourou Tal, professeur agrégé de droit et de sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Enfin, Maître Ibrahim Nyang, avocat au barreau de Guinée. Est-ce que ces personnes-là, Sénégal, est-ce que ces personnes-là, vous les connaissiez? Non. Non. Est-ce que le président Dadis pouvait influencer ces personnes-là? Je ne crois pas. Toujours. Est-ce que vous saviez que les résultats de cette commission ont été rendus alors qu'on avait tiré sur le président Dadis et que ce n'était plus lui qui contrôlait? Ça a été rendu en janvier 2010. Oui. Est-ce qu'en janvier 2010, le président Dadis était aux affaires? Non. Est-ce qu'il pouvait alors influencer? Je ne crois pas. Par rapport à vous-même, à partir de quand vous avez été débarqué? J'ai été débarqué le 14 février 2010. Le 14 février 2010. 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'on n'a pas laissé le président Dadis continuer le travail qu'il avait commencé pour faire apparaître la vérité, vous aussi vous avez été débarqué de la même façon. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas alors un complot? Parce que nous, on va démontrer devant ce tribunal le complot qui a été monté avec toutes les personnes et on va les citer de manière chronologique. Est-ce que vous ne voyez pas un complot? D'abord, le 28 septembre, on s'arrange à ce que celui qui pose des actes soit victime de tentative d'assassinat. Vous ne voyez pas un complot? Si. Un complot savamment orchestré. Oui. Je reviens au deuxième point. Sur les questions de déontologie. Monsieur Gabi. Oui, maître. Vous voyez, une consoeur de la partie civile et un des représentants du ministère public vous ont opposé pour la consoeur un code de déontologie de 96 qui n'est même plus applicable. Cela n'est pas un problème. L'autre vous a opposé un code de déontologie de la CEDEAO, harmonisé de la CEDEAO. Dites-moi, est-ce que vous êtes poursuivi, monsieur Diaby, ministre de la Santé, ou monsieur Diaby, médecin clinicien? Je suis poursuivi en tant que ministre. Parfait. Est-ce que alors, je retire alors, est-ce que vous avez reçu des patients avec qui vous avez eu à échanger des confidences, qui vous ont donné certains éléments liés à leur état et que vous les avez par exemple divulgués? Non, non. Alors, est-ce que cette déontologie dont on parle peut vous être opposable devant un tribunal criminel? Je crois que non.
Non, n'est-ce pas? Oui. On va avancer. Monsieur Gabi, toujours sur la même lancée, je reviens au troisième point. On parle de dénonciation et d'ordonnance de renvoi. Tout le monde vous fait comprendre ici que pourquoi vous n'aviez pas dénoncé. Est-ce que vous saviez que lorsqu'un procureur de la République est informé de la commission d'une infraction, il peut, sans attendre une dénonciation, faire ouvrir lui-même une information ou des enquêtes? D'accord. Alors je vous l'informe. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un garde des Sceaux? Oui. Qui était le garde des Sceaux de l'époque? C'est Général Sibal Olamou. Est-ce qu'il y avait un procureur général? Oui. C'était qui? Bon, j'ai oublié le... Ça le nom. devrait être Mais il y en Maître avait. Boubacar Sow, bâtonnier Boubacar Sow. Est-ce qu'il y avait un procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine? Oui. Pourquoi ces gens-là, ces autorités judiciaires-là, qui ont été informés au même titre que vous, que tout le monde, dans les médias, pourquoi eux, ils n'ont pas ouvert une information? Pourquoi ils n'ont pas décidé d'enquête? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Alors, si on veut vous reprocher que vous avez failli, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Ont-ils failli ou pas? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils Alors le qu'ils le savaient savaient, déjà? non. C'est leur rôle. Non. Ils ne l'ont pas fait, ils ont aussi failli. Sur l'ordonnance de renvoi, je vais être très clair avec vous. On vous a fait signer, après votre interrogatoire, d'abord de première comparution, où on vous a notifié les charges qui pesaient contre vous. On vous a également entendu une deuxième fois l'ordonnance, l'interrogatoire sur le fond. Est-ce qu'on vous a fait signer ces documents-là? Non. Je parle de l'ordonnance, je parle du procès verbal d'interrogatoire sur le fond. Oui, je parle de votre procès verbal. Ah, le procès verbal, oui. Je signe. Ce n'est pas grave, ce qui m'intéresse. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais m'approcher. Okay. Voici le procès verbal d'interrogatoire de Monsieur Gabi. Voyez sur toutes les pages, si vous y avez vos signatures. C'est parfait. Regardez cette ordonnance de renvoi. Voyez, est-ce que vous avez vos signatures dessus? Non, maître. Non, maître. Entre les deux actes, qu'est-ce qui vous lie? Là où j'ai ma signature, j'ai apposé ma signature. Alors, est-ce que quand un parquetier se met à lire une ordonnance de renvoi à charge, est-ce que ces écrits-là, le contenu doit être considéré comme de l'évangile, comme on veut faire comprendre? Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est grâce à ça. C'est cette ordonnance-là qui lie ce tribunal criminel. S'il était évangile comme on veut le faire penser, on ne serait pas là. Vous serez déjà jugé. On est là justement pour qu'il y ait un jugement. Parce que ceci ne veut rien dire. Des questions? Je vais poser des questions, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Diab, on ne peut donc ni vous reprocher de n'avoir pas dénoncé, ni vous opposer les termes d'une ordonnance de renvoi qui émane, qui provient de juge, mais pas vous. On est d'accord? Oui. Donc, toute argumentation qui viendrait de là doit tomber. On est d'accord? Sur
Le quatrième point. Sur le quatrième point, c'est lié à vous-même. Monsieur Diaby. Oui, maître. Un des procureurs vous a posé la question suivante. Est-ce que le président Dadis a le droit de demander à son ministre de la Santé de garder des corps selon son bon vouloir? Est-ce que le président Dadis vous a demandé de garder des corps selon votre bon vouloir? Non. Non? Non. Il ne l'a jamais dit. N'est-ce pas? Non, oui. D'accord. Entre vous et le président Dadis, qui est allé vers l'autre? Qui est allé vers l'autre? C'est moi qui suis allé vers le président. Alors, Dadis. c'était vous le demandeur? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut transformer le président Dadis comme étant celui qui a la demande? C'était vous le demandeur, pas lui. N'est-ce pas? Oui. Dites-moi, monsieur Diaby, à supposer que le président Dadis vous ait demandé de garder des corps, est-ce que son intention n'était pas tout simplement de veiller à ce que ces corps soient protégés convenablement? Bien conservés, oui. Bien conservés. Oui. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Est-ce qu'en le faisant, en vous demandant que ces corps soient bien conservés, on ne veut pas tout simplement chercher sur son crâne rasé des poux qui ne peuvent exister? Parce que le temps est déjà donné. Qu'en réalité, les questions qui sont posées à vous, ce n'est pas vous, c'est lui. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens une dernière fois au président Dadis. Est-ce que si le président Dadis n'avait pas été victime de tentative d'assassinat, est-ce que les véritables auteurs, entre griffes, de ces malheureux événements ne seraient pas aujourd'hui retrouvés? Sûrement, sûrement. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur. Merci. Monsieur Diaby. Monsieur Mandia. Maître. Bonjour. Bonjour, maître. Alors, moi je vais revenir sur, et c'est important, sur tout ce que vous avez dit ce matin, surtout en votre qualité de journaliste, puisque vous n'avez pas cessé de le dire. C'est important pour moi, pour le journaliste courageux que je viens de voir la première fois de ma vie. Alors, dites-nous, dites à ce tribunal, est-ce que tout ce qui vous a été dit par vos sources, vous les croyez? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas de réponse puisque j'ai déjà répondu à ces questions. Je sais. Vous savez, vous avez pu brillamment faire la différence entre ce qu'on appelle nouvelles, renseignements et informations. Moi, je veux que vous nous aidiez à dire exactement si tout ce qui vous a été dit constitue une nouvelle, une information ou tout simplement des renseignements. Lorsque ça vient d'un acteur des faits, je considère que c'est crédible. C'est? Je considère que c'est crédible dès lors que ça vient
d'un acteur majeur des faits. Ce n'est pas ma question. Mais vous me demandez si c'est crédible. Non, je vais y arriver. Ce n'est pas ma question. D'accord. Je demandais, puisque vous avez distingué entre nouvelles, informations et renseignements, est-ce que ce que vos sources vous ont donné peut être qualifié d'information ou de renseignement ou de nouvelles? Ça dépend de la crédibilité de la source. Alors expliquez, vous pouvez expliquer cela. Nous sommes devant un tribunal criminel. Nous voulons faire la part des choses. Ceux qui m'ont été relatés par les acteurs des faits, je peux considérer ça comme crédible, oui. Qu'est-ce qui vous a été relaté par les acteurs des faits? Et qu'est-ce qui ne vous a pas été relaté par les non-acteurs? Il faut qu'on sache faire la part des choses. Le nombre de corps, c'est par des militaires qui étaient présents sur les lieux. Et dire que ce sont les éléments de Kalea qui ont commis les atrocités, c'est par la haute hiérarchie de l'armée que j'ai appris ça. Donc, lorsqu'on dit que... Et ça, c'était en 2020. Hein? C'est en 2020. Il me le disait il me le disait formellement. C'est-à-dire 11 ans, disons, après les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Mais il était aux affaires quand ça se passait. Donc il ne peut pas oublier comme ça. Alors, donc pour vous, ce qui a été dit à propos de Kalea constitue donc une nouvelle ou un renseignement ou bien une information? Ben, ça peut être une information parce que là, je n'ai plus besoin de recouper ça dès lors que la personne relevait de la hiérarchie militaire au moment des faits et il a été formel en me disant que les gens ont arboré le bureau rouge mais que c'était les gens qui étaient en formation à Kalea et que parmi eux, il y avait des étrangers. Il disait même, Dadis n'a qu'à dire la vérité pour que ce procès ait lieu et que les responsabilités soient situées, que parce que c'est les enfants de Kalea. Et la même personne a confirmé que effectivement il y a eu appel téléphonique entre M. Papakoli et le général Toto pour que celui-ci signe la réquisition. Il a confirmé. Est-ce que là aussi on peut considérer cela comme une information? Oui, parce que ça vient d'une personne que je connais et qui est crédible et qui était aux affaires. D'accord. Est-ce que c'est tout ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux? Non. Non? Tout ce que j'ai dit ici ce matin, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, oui. C'est parfait. Alors, ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, comment on peut les appeler? Comment on peut les qualifier? Information, nouvelle ou renseignement? Mais c'est des renseignements puisque je l'ai fait pour alerter. Vous avez fait pour alerter, n'est-ce pas? En disant selon des sources. Donc j'alerte. C'est parfait. Est-ce que vous savez que c'est sur la base donc de ces renseignements donnés sur les réseaux sociaux que le parquet poursuivant a cru devoir bon de vous faire venir en votre qualité de témoin? C'est son droit le plus absolu et je l'assume. Est-ce que vous le saviez? Oui, je l'assume. C'est parfait. C'est parfait. Alors, vous êtes donc ici sur la base de ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux, que vous-même vous avez qualifié de renseignement. On est donc d'accord? Ce qui viennent des sources, des acteurs, ça je ne peux pas considérer ça comme renseignement. Ça c'est une information. Parce que je n'ai plus besoin de recouper. Je vais y arriver. Vous savez, les journalistes du monde entier vous regardent ceux de la Guinée. Et moi j'ai beaucoup de respect pour le journalisme. Je n'en doute pas. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce qu'une source vous dit? Est-ce que la source elle-même? Ou bien est-ce que la vérification ou l'analyse ou les recoupements que vous, journalistes, vous devrez faire, ce qui vous a été enseigné? La suite des événements peut asseoir ma conviction. La source des événements peut asseoir votre conviction. Oui.
si votre conviction est alors assise, est-ce que vous pouvez vous passer des termes comme selon notre source, ou il semble, ou bien il paraît? Là, en ce moment, j'utilise les guillemets. Expliquez. Je ne peux pas me passer de citer les sources. Oui. Parce que je n'ai pas vécu et ce n'est pas moi qui affirme. Donc, je suis obligé d'utiliser les guillemets, les citations. Je suis très heureux. Vous savez qu'en utilisant les guillemets, Oui. vous laissez la responsabilité Aux sources. aux sources, n'est-ce pas? Mais j'informe en ce moment, C'est parfait. en alertant. Est-ce que vous saviez que ce matin, en déclarant ici, en déposant ici, c'est votre responsabilité qui est engagée, non celle de vos sources? Si ça devait m'amener en prison, je l'assume parce que je défends une cause noble. Je suis d'accord avec vous. Moi, je veux juste distinguer entre la responsabilité de vos sources, parce que ce ne sont pas elles qui parlent directement qu'on voit, mais ces sources parlent à travers vous. C'est pourquoi vous mettez entre guillemets. Mais c'est vous qui êtes vu. Je dis donc ici, c'est vous qui témoignez, et donc ici, c'est votre responsabilité qui est engagée sur les tirs que vous faites. Prêtez-moi, je dis, je l'assume. S'il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. Monsieur Mandian, vous savez, je suis très doux quand je parle. On va rester doux entre nous pour aider ce tribunal. Hein? Je n'ai absolument rien contre vous. Non, j'ai dit s'il y a un autre terme, parce que j'ai dit déjà que je l'assume. Alors, on va Je avancer. ne peux pas, s'il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. Alors, dites-moi, dites au tribunal, depuis ce matin, les déclarations que vous faites là, est-ce que cette déclaration constitue-t-elle des affirmations venant de M. Mandian Sidibé pour aider ce tribunal, ou bien est-ce qu'elle constitue Des tout citations. simplement des déclarations conditionnelles? Je n'ai pas utilisé de conditionnel. Vous pouvez vérifier. C'est la question que je vous pose justement. Je n'ai pas utilisé de conditionnel. C'est la question que je vous pose maintenant. Voilà. Est-ce que ce qui est dit ici par vous, on peut retenir que ce sont des affirmations? Est-ce que vous affirmez tout ce qui a été dit ici? Ben, je confirme. Je ne peux pas affirmer, mais je confirme que c'est moi qui ai dit. Monsieur, ce n'est pas ce que je dis. Ah. Je ne, Confirmer et vous savez, affirmer font deux. je ne parle pas de confirmation. Je vous aurais dit, est-ce que vous Je confirmez? confirme que c'est moi qui ai dit, mais des affirmations d'autres personnes. C'est parfait. Alors, est-ce que vous, au moins, en affirmant les affirmations d'autres personnes, vous pouvez faire comprendre à ce tribunal que ce que ces personnes-là ont dit sont vrais? Mais oui, je l'ai dit que beaucoup de mes sources sont crédibles. Et elles vivent encore. Quel est alors le sens des termes semble paraître qu'un journaliste est amené à utiliser? Quel est le sens de ces termes-là? Si le journaliste Vous avez vu ça dans mes doit textes? affirmer. Vous avez vu dans mes textes, semble-t-il, paraît-il? Je vous dis depuis ce J'ai matin. dit selon les sources. Semble-t-il, on ne connaît pas la source. Ça, c'est des rumeurs. Quand on utilise semble-t-il, paraît-il, de sources concordantes, c'est que quand on dit source concordante, c'est qu'on a recoupé. Mais semble-t-il, là, on n'a pas vérifié, on n'a pas recoupé. Ça, c'est des rumeurs qu'on entend, mais on alerte avec. Mais dès que tu dis de sources concordantes, c'est que tu as recoupé. Il y a plusieurs sources que vous avez consultées. Là, c'est recoupé. Alors, vous avez cité Feu Jean-Marie Doré, qui lui a déposé et n'a rien dit de ce que vous avez dit. Alors, entre vous et Feu Jean-Marie Doré que vous citez, qui doit-on croire? Allez le réveiller et lui poser la question. Non, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là et c'est vous qui avez parlé de lui. Répondez à la question. Moi, je dis vrai parce que je ne suis pas menteur. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai précisé qu'on a parlé en direct et en off. Alors, celui-là qui a dit n'a pas dit ça,
Vous à qui il a dit, vous dites c'est ce qu'il a dit. On va passer. Monsieur Mangang, puisque vous avez dit que votre exil, c'était en 2013. Oui. Est-ce que vous saviez qu'une enquête avait été déjà ouverte et un cabinet en poule était déjà en place et entendait les gens en 2012? Oui, parce que j'étais en Guinée. Et vous saviez à ce moment-là beaucoup de choses liées aux événements du 28 septembre ou pas? Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez des choses? C'est justement dans cette logique que j'ai invité Jean-Marie Doré pour en savoir plus. Il y a d'autres acteurs avec lesquels j'ai eu des échanges. Ma question, vous ne m'avez peut-être pas compris. Laissez-le finir. Si votre question n'est pas répondue. En dehors de Jean-Marie, j'ai eu des toujours entretiens revenir. avec d'autres leaders de ce pays. Parce qu'à l'époque, j'avais accès à tous les leaders. Donc, en dehors de Jean-Marie. Donc, mais c'est Jean-Marie qui a accepté de venir parler sur les antennes de la radio Planète FM. Je reprends ma question puisque ce n'est pas celle-là que j'ai posée. Je dis, avant votre exil, est-ce que vous saviez des éléments liés aux circonstances ou liés aux événements du 28 septembre? Comme tous les Guinéens, à travers les médias, à travers... ouais. Je parle uniquement de vous. De Je parle uniquement de vous. Vous savez, tous les Guinéens n'ont pas qualité de témoin. Tous les Guinéens ne peuvent pas venir ici. Est-ce que vous étiez au courant? C'est tout. Vous pouvez répondre par oui ou par non pour qu'on puisse passer. Est-ce que vous étiez au courant? Oui, j'étais au courant. Alors, vous qui avez vraiment envie d'accomplir un devoir patriotique, pourquoi vous n'êtes pas allé auprès des juges? Parce que vous aviez le droit, vous donner toute l'égalité d'aller auprès de ces juges-là et de manière volontaire et de témoigner. Pourquoi vous n'aviez pas fait? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Alors, si je vous ai bien écouté, vous êtes entré en Guinée le 24 septembre 2021. « 2021, c'est bien cela? Oui, maître. Les personnes qui sont dans le box des accusés, certaines étaient ici en Guinée. Et les informations, ou alors ce que vos sources vous ont dit et que vous avez publié en 2020 concernait certaines de ces personnes-là. Pourquoi, en tant que journaliste, à partir du moment où vous étiez déjà là en Guinée, pourquoi vous n'êtes pas allé les rencontrer, ne serait-ce que pour recouper les informations? Est-ce qu'on peut demander, excusez-moi de l'expression, est-ce qu'on peut demander à un voleur si vous avez volé? Alors, vous voyez, ce ne sont pas des voleurs en réalité. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Oui, mais ce n'est pas ma question alors. Vous ne répondez pas à ma question. Ah, si? Non. On vous a fourni des informations ou des renseignements d'ailleurs, puisque vous le dites vous-même, concernant des personnes nommées. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé auprès de ces personnes-là alors que vous étiez déjà en Guinée et ces personnes étaient en Guinée? Mais est-ce que j'avais des contacts avec ces personnes? Et la seule personne dont on m'a parlé en bon terme, dont tous les leaders m'ont parlé en bon terme, y compris Jean-Marie, c'est peut-être Toumba. Tout le monde m'a dit que c'est lui qui les a protégés. Donc, et au moment où j'arrivais en Guinée, il était en prison. Comment je vais lui poser une question? Alors, en le 24 septembre 2021, le colonel Tebro était là en Guinée. Le colonel Djabi était là en Guinée. Parce que vous avez parlé d'eux. Maître. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir? Maître, tout le monde. Parce que c'est ce que la déontologie du journalisme vous demande. Je vous ai dit que je vais parler aux journalistes.
Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir pour recouper ces informations? Je suis arrivé en Guinée et j'ai été nommé par décret de M. le Président de la République. Si quelqu'un pensait aussi que je l'ai accusé, la personne pouvait porter plainte contre moi ou se rapprocher de moi pour me faire des remontrances. Monsieur Mandiang Sidibé, vous ne pensez pas que un journaliste ne devrait pas publier de simples renseignements? Je le dis, je le réitère, je le martèle, que parmi mes sources, il y avait des acteurs. Vous savez, donc pour moi, ça suffit. Ce que je dis, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Mais je reprends. Vous avez dit vous-même, ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux, c'était des renseignements. Mais c'est clair. C'est vous qui l'avez dit publiquement ici. Et vous aviez même dit que vous n'étiez pas un blogueur et que vous étiez journaliste. Nous parlons des journalistes. Il y a des renseignements fiables. Quelle est la différence alors entre renseignements fiables? Quelle est la différence entre renseignements fiables? Quand un président voyage par exemple, on envoie des émissaires pour vérifier le terrain. Ils reçoivent des informations, possibilité de vérifier, mais ils relaient pour que l'ambassade prenne des dispositions. Donc ce sont des renseignements fiables. Un renseignement peut être fiable. Quelle est la différence entre un renseignement fiable et des informations ou des nouvelles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Pourtant, c'est important d'aider ce tribunal. Je l'ai fait déjà. Parce que quand vous alertez, comme vous dites, mais vous laissez le parquet travailler. Mais dans votre cas, il ne s'agit plus de cela. C'est que vous avez publié. C'est le seul moyen que j'avais puisque j'étais exilé. Non, là vous étiez maintenant, ça a été fait. Maintenant je dis lorsque vous étiez déjà en Guinée. D'abord on a distingué que vous étiez en Guinée jusqu'en 2013. Vous aviez toute la latitude d'aller auprès des juges, d'aller auprès du parquet, dénoncer, dire tout, vous n'aviez pas fait. Vous aviez la latitude, la liberté quand vous êtes revenu de le faire. Vous n'aviez pas fait. Vous distinguez également entre nouvelles, informations et renseignements, mais vous ne dites pas au tribunal ce qu'est renseignement, ce qui est nouvelle et ce qui est information. Parce que c'est sur la base de cela que ce tribunal-là doit se fonder pour juger. J'étais en Guinée en 2013, les informateurs étaient en Guinée en 2013 et ils étaient les personnes les mieux indiquées pour, au lieu que ce soit une personne interposée qui informe la justice, mes informateurs sont là et la plupart sont des victimes. Et je crois qu'ils ont été entendus. Donc il n'y avait pas de raison pour moi d'aller vers un juge pour faire une dénonciation. Dès lors que mes sources sont là, elles sont victimes et elles ont accès à la justice. Monsieur, donc, ce n'est pas à moi en ce moment d'aller vers la justice. Moi j'ai été informé. Les personnes qui m'ont informé sont victimes. Autant elles m'ont informé, autant elles peuvent aller vers la justice aussi. Monsieur Mandiang, je vais insister. Parce que si vous aviez tout simplement dit que c'est en qualité de citoyen que vous avez fait, j'aurais compris. Mais vous dites que c'est en qualité de journaliste. Et vous avez fait état, par exemple, de corps disparus et qui se seraient peut-être ensevelis à Faba. Est-ce que vous savez que Faba, c'est un quartier de Conakry, c'est un secteur. Faba a un chef de quartier, un chef secteur. Est-ce que vous êtes au moins allé voir à votre tour le chef de secteur de Faba ou le chef de quartier de Faba? Est-ce que vous l'avez fait? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que nous avons produit dans le dossier de la procédure, vous savez, malheureusement, nous n'avons pas Internet. On ne peut plus consulter nos documents. C'est malheureux. Parce que tous les documents sont là. Est-ce que vous saviez qu'il a été produit au débat de cette procédure un procès verbal qui a permis d'entendre le chef secteur de Faba, qui a clairement dit ouvertement
qu'il n'a aucune connaissance de l'existence d'une quelconque fosse commune à Faba. Mais lui qui est le chef de quartier de là, qui dit qu'il ne le sait pas, vous qui dites avoir agi en tant que journaliste, qui n'êtes pas allé le voir, qui doit-on croire entre vous? Est-ce que vos propos ou bien les propos de ce chef de quartier qui a été entendu sur PV? À vous de choisir. Non. Nous sommes devant ce tribunal criminel, juge au nom du peuple. Le témoignage que vous faites, c'est un moyen de preuve. Il doit donc être infaillible, il doit être possible. C'est ce que nous attendons de vous et ça doit venir de vous. Et vous avez l'obligation pour cela. Je ne suis pas le premier à parler de Faban et je ne crois pas être le dernier aussi. Moi, je parle de toute façon de vous. Ce que je peux préciser, le chef de quartier peut ne pas être informé, d'autant plus que c'est un acte délitueux et ils l'ont fait en toute clandestinité. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'aller dire au chef de quartier, monsieur le chef de quartier, on a un charnier et vous l'avez déversé chez vous? Monsieur Mandian Sidibé, je vous retourne l'ascenseur. De 2009 à la saisine du cabinet des juges d'instruction jusqu'à l'ouverture de ce procès-là, vous pensez que s'il y avait une fosse commune là, on n'aurait pas retrouvé? L'avenir nous édifiera. Et la suite de ce procès. Vous savez que vous êtes journaliste. Et moi, je vais revenir là-dessus parce que vous êtes journaliste. Parce que ce que vous dites implique tous les journalistes. Est-ce que vous pensez, M. Mandian Sidibé, qu'un journaliste devrait pouvoir donner des informations aussi graves, aussi importantes, sans pouvoir les vérifier, puisque vous-même vous dites publiquement que vous ne les avez ni recoupées, ni vérifiées, et donc ni même analysées? Vous pensez que votre plume-là peut être une plume crédible, avant même de parler de ce que vous dites ici, sur la forme? Je vais me répéter que dès lors que mes sources sont crédibles, je n'ai pas besoin de vérifier. Mais vos sources, nous ne les connaissons pas. Nous allons demander au tribunal, et on peut bien le faire, de vous amener à le dire. Parce que vous ne pouvez pas dire, ce procès, est-ce que vous savez que ce procès est public? Et qu'il est également gouverné par le principe du contradictoire? Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Est-ce que vous saviez ce que signifie le contradictoire? Vous pouvez me l'expliquer? D'accord. Alors, le contradictoire signifie pour vous, puisque le tribunal sait, que tous les éléments qui doivent être déposés ici ou admis ici soient faits et discutés de manière contradictoire. Or, vous voulez dans le secret, alors que le procès est public, aller les remettre au tribunal. Sauf que ce n'est pas fait d'abord. Je suis d'accord. Et rien ne... J'ai dit, vous voulez... Non, il faut qu'on lève l'équivoque avant de continuer. Monsieur le Président, je n'ai rien contre le tribunal. S'il vous plaît, il faut qu'on éclaircisse avant de passer. Mais je n'ai rien dit de... Il a dit... Oui. Il a dit qu'il peut le faire. Oui. Qu'il peut le faire. Mais rien n'est parce qu'il ne faut pas qu'après qu'on se dise oui, il est venu devant le tribunal pour le faire. Le président ne fait pas des s'il vous plaît, c'est pas vous. Je ne parle pas pour vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne parle pas pour vous. Je parle pour tout le monde. Parce que ça revient. Voilà. Je n'ai rien contre vous. Ce que je dis, c'est pour tous les acteurs de ce tribunal. Parce que ce qu'il a dit, il l'a dit devant tout le monde. Il a dit, je répète, il a dit qu'il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. Et je vous informe même que le tribunal même ne va pas l'accepter. Voilà, pour qu'on soit clair là-dessus. S'il veut faire des déclarations, c'est ici qu'il va faire. Donc s'il ne les fait pas ici, le tribunal se voit même mal comment le recevoir, dans quel cadre le recevoir pour pouvoir l'entendre. Parce que ce tribunal ne peut
entendre les gens qu'ici, qu'à la barre. Voilà. Donc, que ça soit clair pour tout le monde, pour tous les acteurs de ce procès-là. Voilà. Ce qu'on ne fait pas ici, on ne le fait nulle part ailleurs. Il l'a dit, j'ai laissé passer, mais ça ne veut pas dire qu'il viendra faire des déclarations au tribunal après. Voilà. Vous pouvez continuer, maître. Infiniment merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas surpris d'ailleurs. Et justement, à partir du moment où vous dites que vous pouvez, est-ce que si nous demandons au tribunal d'accepter que vous le dites publiquement, est-ce que vous allez le faire? Non, maître, parce que j'ai le droit de protéger mes sources. Monsieur Mandian Sidibé. Maître. Est-ce que vous saviez que pour que ce procès soit équitable et contradictoire, pour que les droits de la défense soient respectés, est-ce que vous savez qu'en tant que témoin, vous avez l'obligation, et je pèse mes mots, l'obligation légale de dire à ce tribunal sans réserve tout ce que vous saviez? Je l'ai déjà fait. Si, alors, nous partons avec votre logique de protection de vos sources. Est-ce que vous saviez qu'en prononçant le nom de feu Jean-Marie Doré, vous êtes déjà en contradiction avec la déontologie de votre profession? S'il vivait, je ne l'aurais pas fait parce que je l'aurais exposé. Donc le secret dont vous parlez ici, pour vous, il n'est pas absolu. Donc le journaliste que vous êtes est en droit de livrer ses sources lorsque ces sources n'existent plus. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pensez franchement dans ces conditions, M. Mandian Sidibé, ce tribunal peut vous croire? Il appartient au tribunal d'en juger. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, vous avez apporté quelque chose à ce tribunal? Bien entendu. Monsieur le Président, je vous remercie.